et bienvenue dans cette nouvelle émission. C'est François, j'espère que tu vas très bien en cette fin du mois de septembre et que la rentrée s'est très bien passée pour toi et que en cette fin d'année, sur ce dernier trimestre qui commence dans quelques jours, tu pourras atteindre tes objectifs, dernière ligne droite, surtout en tant qu'investisseur, entrepreneur et d'autant plus sur le marché des cryptos qui s'annonce explosif sur cette fin d'année parce que oui, c'est une émission crypto aujourd'hui et notamment on va parler d'Ethereum. Donc Ethereum, deuxième crypto-monnaie en termes de capitalisation, donc ça va être une émission fort intéressante parce que globalement en général on va parler soit de Bitcoin qui reste le roi de la crypto, hein, c'est le king, ou généralement plus globalement de l'ensemble des cryptos. Mais je n'ai jamais fait, on va dire, un point en particulier sur Ethereum. Alors, je t'invite à aller regarder les émissions précédentes si ça t'intéresse en termes de prédictions, mais il y a quelques mois, j'avais fait part de mes analyses et de mes prédictions, notamment sur les plus grosses capitalisations dans les crypto-monnaies, Bitcoin, Ethereum et d'autres. Et c'était la seule fois où j'avais parlé quelques minutes d'Ethereum, sur lequel j'avais fait un point en particulier sur ce crypto actif. Donc si tu es novice dans la crypto, ça te fera une excellente présentation sur Ethereum. Si tu es un investisseur crypto chevronné, avancé, avec un profil intermédiaire avancé, donc je t'invite à écouter quand même les prédictions que je vais partager. Donc on est sur aujourd'hui un ETH à 3000 $, tout simplement, et avec une capitalisation quand même de 360 milliards. Donc au programme, ça va être très simple. Au programme, on va commencer par une courte introduction et un point sur le marché. Et ensuite, je vais te donner le point de vue de deux grands analystes de marché sur Ethereum. Donc il y aura une première prédiction à 45 000 $ et une deuxième prédiction à 150 000 $. Ça fait beaucoup. Ça laisse rêveur. Et on finira sur cette dernière partie d'émission sur une partie un peu plus technique et on va parler de l'évolution technologique d'Ethereum. Donc, j'ai analysé, je vais sortir ma prise de notes et mes différentes analyses. Donc, j'ai analysé des dizaines de prédictions de différents experts et je vais notamment t'en présenter deux qui sont globalement les plus optimistes. Mais voilà, de base, c'était un travail que je faisais à titre personnel, plus pour mes clients, dans un autre contexte sur les différentes modules et vidéos mises à jour que je partage au sein de ma formation Crypto Révolution. Mais là, je me suis dit, tiens, ça va être intéressant quand même de parler de ces données, de ce que j'ai retiré et de mes conclusions. Donc ça va te faire gagner énormément de temps et d'énergie. Et c'est aussi mon job, c'est te guider et t'aiguiller sur le marché crypto, entre autres. Donc on va pas parler court terme ici, ce qu'on fait habituellement. On va parler long terme, c'est-à-dire qu'on va pas parler, comme dans les émissions précédentes, sur qu'est-ce qui va se passer sur la fin de l'année, sur le dernier trimestre ou au début d'année, quelle serait plus ou moins la fin du bull run. Enfin, tout ça on le met de côté. Et on va parler de moyen long terme sur une échelle de 5-10 ans. Donc par exemple, c'est comme si on était en 2001 et qu'on s'amusait à faire des prédictions sur l'action Amazon par exemple pour 2010 ou pour 2020. Tu vois, c'est l'idée. On va regarder d'un point de vue fondamental et on va s'amuser à faire des prédictions. En tout cas, on va ensemble regarder ce que disent les experts et on va voir s'ils sont beaucoup trop optimistes ou si ça peut être la réalité dans tous les cas. Donc c'est toujours pertinent de prendre ce genre de recul et c'est pour ça aussi que je voulais faire cette émission. C'est-à-dire que souvent, même très souvent, de ce que je vois des investisseurs crypto, et plus on avance dans un cycle bull run, plus c'est le cas, les investisseurs crypto, ils ont le nez dans le guidon. C'est-à-dire que, mais littéralement, que ça soit un débutant, un intermédiaire ou un profil avancé, l'investisseur crypto, il est vraiment particulier, il est hors du commun. C'est du genre à regarder 10 fois par jour le marché sur ton application de suivi favorite. D'ailleurs, si c'est le cas, mets-moi un commentaire, on va voir, ça peut être rigolo que tout le monde puisse se reconnaître. Et voilà, il suffit juste des fois de revenir sur les fondamentaux d'un projet, des projets qu'on suit, sur lesquels on a investi, et très important, de regarder ça sur une échelle de temps un tout petit peu plus large. Hein, on ne va pas se limiter à quelques jours, quelques semaines. Encore une fois, pour reprendre l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, Amazon, oui, on ne va pas regarder, si on était en 2001, on ne va pas regarder ce qui va se passer dans les semaines qui suivent. Non, on veut s'y regarder
sur une échelle beaucoup plus grande. Donc, d'un point de vue marché, je vais faire quand même une petite parenthèse court-termiste hein, pour ceux que ça fait plaisir. On est en train de vivre en ce moment un moment très important. Et c'est un moment où on consolide, un moment pérenne, sain. C'est exactement en gros aussi ce que j'avais annoncé à mes clients, c'est-à-dire qu'on a eu ce qu'on appelle un pullback au niveau des 42 000, enfin bref. Et on doit s'attendre à un petit peu moins de volatilité dans les jours qui viennent et dans les semaines qui viennent. Mais c'est parfait. C'est parfait. Plus on attend, globalement, plus ça va être impressionnant et explosif. C'est-à-dire que le temps joue en notre faveur. C'était pour la partie de ma communauté qui me contacte en pleine panique à chaque fois que ça fait moins 5%, moins 10%. On accepte la volatilité qui, en tant que telle, n'est pas un critère important quand on parle de risque. Hein. Ça peut être très volatile et peu risqué, et inversement, un actif peut ne pas du tout être volatile et peut être risqué, donc ne surtout pas confondre les deux notions. Et surtout, voilà, ce que je vais te dire dans cette émission, tu vas voir, tu vas prendre confiance peut-être dans tes positions, ou à l'inverse, si tu t'es pas encore positionné, ça reste un bon moment et ça devrait te donner confiance. Donc rien de particulier pour cette parenthèse court-termiste. Voilà, et on va prendre du recul dans cette émission. Donc ceci dit, avec les cryptos, globalement on est en bull run permanent. C'est-à-dire que là, ok, on va parler de 5-10 ans, mais on est en bull run depuis toujours. On est en bull run permanent depuis 12 ans. Pour le Bitcoin, hein. Donc on se calme. Il y a des phases bear, comme on dit, plus ou moins longues en termes d'échelle de temps, mais le truc est croissant depuis toujours. C'est-à-dire que si tu regardes depuis la création, le Bitcoin ou l'Ether qui est un petit peu plus jeune, ça ne fait que monter. Voilà, il suffit d'être un tout petit peu patient. Donc j'en profite tant que j'y pense. Je crois que j'en ai pas parlé encore sur YouTube. On va faire une deuxième parenthèse avant de donner les prédictions des experts. Et certains d'ailleurs me suivent uniquement sur YouTube, donc j'en profite. Depuis le mois d'août, nos formations sont éligibles au dispositif CPF. Donc je répète, tu peux te faire financer jusqu'à 100% grâce au CPF et donc rejoindre nos programmes pour 0 €. Donc soit tu nous envoies un mail à contact@richard30ans.com, soit tu prends rendez-vous avec un membre de mon équipe pour te guider et créer ton dossier ensemble. Je te mets le détail dans la description, parenthèse fermée. Donc, quel sera le prix d'Ethereum sur la prochaine décennie? Pour le cycle suivant, donc en 2024-2025, et le cycle d'après, en 2027-2028. On va essayer d'avoir ces idées-là de cycle en tête. On va y aller progressivement. Donc bien sûr, à toi de faire tes propres recherches, tes propres analyses, ou d'écouter le retour d'experts sur le sujet. Je peux même t'en citer quelques-uns. En l'occurrence, j'ai fait énormément de recherches en plus des miennes. Je crois que j'ai dû regarder des interviews sur à peu près, ou des rapports sur une douzaine, je pense, de grands noms de l'analyse crypto. Il y a par exemple ARK Invest, il y a Moonrock Capital, Global Macro Investor, Crypto Research Report. Donc peut-être que tu connais, peut-être que tu connais pas. On s'en moque un petit peu, mais en tout cas, si tu veux approfondir, voilà, tu as quelques noms. Et voilà, ça doit être une douzaine de rapports sur le futur d'Ethereum que j'ai analysé pour toi. Donc allons-y. La première analyse dont je voulais te faire part, c'est celle de Raoul Pal. Donc c'est Raoul Pal, c'est un stratégiste, on peut l'appeler comme ça, de l'investissement, très connu, qui est un des fondateurs de Global Macro Investor, qui est, pour faire simple, c'est une publication de recherche sur l'investissement payante. Donc lui, il est pro-crypto. Hein, de toute façon, les deux que je vais te partager sont pro-crypto. Mais il a des propos très intéressants et surtout, j'ai pioché les arguments les plus pertinents, et notamment avec des chiffres qu'il partage. Donc je vais te citer notre cher Raoul Pal dans cette émission. Et il dit clairement que voilà, plus il y consacre du temps, plus il constate que l'ensemble des cryptos, c'est la même chose qui s'est produit en termes d'adoption que les précédentes technologies, avec notamment cette thèse de l'adoption exponentielle que suivent globalement les technologies, les innovations qui sont prises et adoptées par la masse. Donc avec les cryptos, on a une adoption technologique qui est la plus rapide de toute l'histoire humaine.
Clairement, on va donner des chiffres. Et il en conclut d'ailleurs que la crypto, pour les 5 et les 10 prochaines années, auront toujours cette adoption technologique la plus rapide de toute l'histoire humaine. Il précise d'ailleurs qu'on reste des êtres humains qui pensent en termes linéaires et qu'on ne peut pas trop comprendre le principe de l'exponentielle. Alors, tu sais ce problème, parce qu'une exponentielle, tu as fait des cours de maths, ok, une exponentielle c'est ceci, c'est cela, mais d'un point de vue innovation, d'un point de vue vraiment utilisation, c'est très compliqué pour le cerveau humain de tout simplement s'adapter et convenir de la normalité de la chose. Donc il commence à donner des chiffres et là c'est fort intéressant. Il dit que Internet a connu une croissance exponentielle entre 90 et 2000. Globalement, 90 personnes connaissaient ce que c'était, et en 2000, on commençait à se dire que c'était un outil indispensable et que c'était le futur d'un point de vue perso, professionnel. Donc 90-2000, c'est très important pour Internet et c'est la période, à l'époque, parce qu'il n'avait pas encore les cryptos, c'était la période de croissance la plus rapide pour Internet et il est passé globalement de rien du tout, de zéro, à des chiffres très 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 importants. Et sur cette période, Internet s'est développé en moyenne à 63% l'année. Et à cette époque-là, toujours dans cette logique où il n'y avait pas les cryptos, historiquement, c'était l'adoption la plus rapide de toutes les technologies, dans toute l'histoire de l'humanité, et c'était bien plus rapide que le téléphone d'ailleurs. Donc, et si on compare à la crypto, il nous a dit, notre cher Raoul Pal, que la crypto a une croissance de 113% par an. Donc c'est 2 fois plus que la précédente technologie la plus rapide de toute l'histoire de l'humanité. Alors maintenant, on va essayer de comparer ce qui va être intéressant, comparer ce qui est comparable, et de comparer le nombre d'utilisateurs vis-à-vis d'Internet à cette époque-là. Et si on fait le parallèle avec le nombre d'utilisateurs de crypto en 2021, voilà, en fin septembre 2021, c'est équivalent au nombre d'utilisateurs d'Internet en 1997. 1997. Et ce qui est un constat fort intéressant, c'est que la bulle Internet est arrivée après. Donc a été globalement utilisée et exploitée après une explosion de bulle qui s'est passée des années après, donc 1997. Alors c'est sûr que si tu demandes à quelqu'un qui a vécu la bulle Internet, globalement à ce moment-là, c'était un désastre. Mais c'était pas la fin. C'était le début d'Internet. Et c'est de là que sont sortis les Google, Facebook, Amazon. Donc c'était le début, c'était pas la fin. Donc en résumé, ici on a sur le marché crypto, on a une croissance de 113% par an, soit le double de l'adoption la plus rapide de toute l'histoire de la technologie, avec un nombre d'utilisateurs équivalent à Internet en 1997. Donc on est au tout début de la crypto. Et on peut maintenant le comparer à ce genre de chiffres en termes de croissance et en termes de nombre d'utilisateurs. Donc c'est une croissance exponentielle. On est à peu près à 140 millions d'utilisateurs de crypto à travers le monde à ce jour. Et si on fait une régression statistique, comme on dit, ça nous donnerait à peu près 1 milliard d'utilisateurs d'ici 2024-2025. Hein, on n'est pas au mois près, on est environ. Et environ 3 milliards et demi d'ici 2027-2028. Donc en gros, voilà, vous aurez à peu près la moitié de la planète, la moitié du monde qui va utiliser de la crypto d'ici la fin de la décennie. Et c'est vraiment extraordinaire, parce que là, on est à moins de 2% de la population. Et autre point très intéressant que j'ai retenu de Raoul Pal, c'est il fait aussi un comparatif qui est un peu plus philosophique, mais qui est vraiment une adaptation économique de sa pensée. Il dit que Internet, et notamment l'utilisation d'Internet la plus connue, en gros les GAFA, ont à l'époque fait beaucoup d'argent, mais pour ceux qui ont lancé les projets. C'est-à-dire qu'en tant qu'utilisateur de ces réseaux, nous, toi, moi, tout le monde, les milliards de personnes qui utilisent Google, Facebook, Amazon et j'en passe, on l'utilise, on n'a pas eu d'avantage financier à l'utiliser. C'est-à-dire que quand on utilise ces outils, voilà, c'est pour aller voir, rester en contact avec ses anciens camarades de classe, pour rester en contact avec son cousin, utiliser les réseaux sociaux. Mais globalement, ceux qui sont devenus riches grâce à cette technologie, c'est les actionnaires. C'est les fondateurs et les actionnaires. Donc pour faire simple, on a l'utilité, mais on n'a pas profité
financièrement avec Internet. Pas nous, pas toi, pas moi, à moins que tu fus un actionnaire d'Amazon en 97, mais c'est peu probable. Et on n'a pas profité en fait de l'économie de la précédente technologie la plus rapide de l'histoire. C'est nous qui avons été monétisés, il dit. Avec les cryptos, c'est complètement différent. C'est-à-dire que non seulement on est utilisateur, comme on est utilisateur des GAFA, mais en plus, on est également actionnaire, si on peut dire. C'est-à-dire que le parallèle de Raoul Pal est très 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 intéressant. On est utilisateur et actionnaire en même temps. C'est-à-dire qu'on va profiter d'une économie, on n'est pas juste monétisé. C'est-à-dire qu'on va profiter financièrement de cette nouvelle technologie, mathématiquement la plus rapide de toute l'histoire de la technologie. Donc on sait à l'époque, je suis en train de relire parce que là j'ai les notes en anglais, donc c'est pour ça que j'essaie de faire au mieux directement. Donc il dit que le Bitcoin, on reprend donc en 2008-2009, tout le monde a réalisé que c'était un modèle économique très très intéressant, encore plus avec Ethereum, c'est là il commence à parler d'Ethereum qui arrive juste après, où on a cet effet, un modèle économique des effets de réseau, des tokens, des jetons, et tous les avantages technologiques qui fonctionnent pour presque tout. Donc on peut citer plein d'exemples, notamment grâce à Ethereum, mais c'est la montée des NFT en 2021, c'est l'essor de la DeFi, donc de la finance décentralisée en 2020, l'essor des jetons sociaux, voilà, c'est l'essor de tellement de choses que tout va si vite qu'il est difficile de suivre. Et tout ça, c'est grâce à Ethereum, qui est, je le rappelle, qui a été, en tout cas au niveau de sa création, bien plus impressionnant et extraordinaire pour les ingénieurs que Bitcoin. Les smart contracts aussi, évidemment, on n'oublie pas, j'ai failli oublier les smart contracts. Donc, il donne un autre chiffre aussi intéressant, c'est que Ethereum est, d'un point de vue graphique, analyse technique d'un point de vue graphique, c'est presque le miroir de Bitcoin en 2017. Donc avec un décalage de quelques années, sauf que le réseau d'Ethereum, lui, va beaucoup plus vite. Donc je te laisse vérifier par toi-même, d'ailleurs, tu prends le graphe de Bitcoin en 2017, tu le superposes à Ethereum en 2020, tu vas voir, c'est magique. C'est magique. Et on n'a pas fini, évidemment, ce cycle haussier qu'on est en train de vivre en ce moment. Et il conclut que donc l'adoption d'Ethereum est 2 fois plus rapide que celle du Bitcoin. C'est juste que tout le monde a une utilité aussi à utiliser un Ether là où Bitcoin reste une monnaie. Alors évidemment, on a tous l'utilité d'une monnaie, mais le principe est simple. Donc je veux dire que la probabilité que le prix d'Ethereum augmente de façon spectaculaire, rien que pour ça, rien que pour cette raison qu'il a citée, est très élevée. Et il donne une target donc de 45 000 $ en 2024, qui est, moi j'en reparlerai après, je donnerai mon avis après, mais tout à fait ok. Deuxième expert, et tu peux trouver son interview, plusieurs interviews en version longue en anglais si tu le désires. Il s'agit de James Wang, c'est un analyste de ARK Invest, qui est un gros nom de l'investissement dans l'innovation, notamment grâce à sa patronne qui est très connue, Cathie Wood. Tu as plus de chances d'ailleurs de la connaître elle. Et ils font souvent des analyses très très pertinentes, ils se trompent rarement. C'était d'ailleurs des premiers fonds à mettre en avant Tesla, qui avait donné des chiffres pharaoniques sur l'action Tesla, personne ne les croyait, et c'est exactement ce qui s'est passé. Enfin bref, aussi c'est un fonds pro crypto, et ils font des analyses pertinentes, enfin, d'un point de vue technologique et innovation, pour l'appliquer à l'investissement. Donc j'aime beaucoup une de ces réflexions à monsieur James Wang. Il part du postulat que les institutions vont bientôt commencer à adopter Ethereum, parce qu'elles ne l'ont pas fait encore. Alors pour faire simple, les institutions, donc les fonds, les grosses entreprises, sont entrées sur le Bitcoin en 2020. J'avais d'ailleurs enregistré une émission sur le sujet il y a 6 mois, donc si ça t'intéresse, sur l'adoption massive des institutionnels. Et en fait, ces institutions, on va les appeler comme ça, elles ont mis un pied dans les cryptos avec le Bitcoin. Et c'était presque obligé pour elles d'ailleurs de commencer par le Bitcoin, ça ne pouvait pas être autrement. Elles n'avaient pas à se positionner sur des petites capitalisations sans prendre de Bitcoin. C'est-à-dire que globalement, la très 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 grande majorité des institutions ont pris exclusivement du Bitcoin. Donc lui, il part du postulat que la prochaine, ça va être Ethereum, et qu'il va avoir cet effet explosif sur Ethereum par l'utilisation, la prise de position des institutions, des fonds, des banques et des grosses entreprises sur Ethereum.
Deuxième idée de la part de Monsieur Wang qui est très intéressante, qui a déclaré que le Bitcoin, lui, d'un point de vue technologique, n'a plus besoin d'énormément d'évolution. Il a besoin, il y a des choses qui sont en train de changer, des choses toujours très intéressantes, mais pas énormément en comparaison à Ethereum. Donc, même s'il y a des nouvelles mises à jour, voilà, pour ceux qui suivent comme Taproot dernièrement, qui permet radicalement d'améliorer le réseau Bitcoin, mais ce dernier, il restera voilà, plus ou moins une monnaie pour toujours et à moins de mises à jour à faire. Donc en revanche, Ethereum, c'est une plateforme blockchain qui sert de base à d'autres projets crypto. Et pour cette raison, donc James Wang pense que Ethereum sera une plateforme en constante évolution technologique qui suit la thèse exponentielle. Et les prix continueront à augmenter en conséquence, en exponentielle. Et dans ces diverses interviews, alors notamment, j'ai oublié de le citer tout au début, pourtant c'était une des rapports les plus intéressants que j'ai pu lire sur le sujet, et il commente d'ailleurs ce rapport, c'est le rapport de Nikhil Shammapant qui fait 79 pages, et qui dit que globalement Ethereum aura au minimum un prix, une valeur de 30-40 000 $ dans quelques années, dans un cas pessimiste, et dans un cas bull, donc dans un cas optimiste, atteindra les 150 000 $. Donc je ne vais pas analyser le rapport ici. D'ailleurs, je te mettrai le rapport en pièce jointe dans la description, gratuitement. C'est vraiment passionnant. Si tu as quelques heures à perdre, voilà, 79 pages sur Ethereum. Voilà, tu peux aller regarder dans la description. Il ne faut juste pas que je l'oublie. Donc il commente ce rapport et il valide en fait dans sa position d'analyste de ARK Invest que les chiffres qu'il donne, pessimistes et optimistes, sont OK. Et pour l'anecdote, pour conclure sur le cas de James Wang, il est tellement bull sur Ethereum qu'il vient de quitter son job à ARK Invest pour travailler dans la finance décentralisée sur la blockchain Ethereum. Donc au moins le garçon, il est cohérent, le garçon, il est congruent. Donc on va enchaîner sur mon avis. Donc encore une fois, là on ne parle pas du cycle actuel, hein, qui se finira certainement en début 2022, mais un Ethereum à 20 000, 30 000, 40 000, c'est tout à fait possible. Pour le prochain cycle, par exemple, c'est OK. C'est-à-dire que même d'un point de vue analyse technique, parce que là, au final, on parlait vraiment que d'innovation, c'est-à-dire d'utilisation, de monétisation, mais même d'un point de vue analyse technique, donc je le rappelle, l'analyse technique, c'est simplement la psychologie de l'investisseur qui est adapté à la foule, donc qui est adapté, c'est ce que tu vas voir sur les graphiques, c'est les traders, ainsi de suite, mais même d'un point de vue analyse technique, c'est OK. Donc on ne revend pas tous ces Ethereum, dans tous les cas, surtout quand on aura Ethereum 2.0 dans quelques mois, on en reparlera après dans la partie technologie, et personnellement j'ai pas mal d'Ethereum, donc ça annonce pas mal de profits, un peu de patience, et parlons justement un peu plus de technologie. Ethereum, c'est pas juste une crypto, c'est la beauté de la chose, c'est une plateforme, c'est un software avec des utilisateurs, avec des applications et avec des revenus financiers. Et la programmabilité d'Ethereum, elle est juste incroyable. Donc, on va faire un petit point, on va rentrer un peu dans la technique, mais en août, là derrière, il y a quelques jours, quelques semaines, il y a eu le hard fork, avec la mise à jour du réseau, qui devrait arriver très prochainement. Il y a aussi ce qu'on appelle l'EIP 1559, qui a rendu Ethereum déflationniste, on va l'appeler ça comme ça, c'est-à-dire que c'est l'inverse du fiduciaire. Donc le dollar, tes euros, ils sont inflationnistes, c'est-à-dire que tu perds de la valeur tous les jours, parce que là, les banques centrales, elles impriment des milliards tous les jours, et là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que l'EIP 1559, ça permet de burner, pour utiliser le terme, c'est-à-dire qu'il y a des Ethereum qui sont brûlés tous les jours, qui sont littéralement supprimés. Donc c'est clairement l'inverse du fiduciaire, des banques centrales qui impriment des milliards. Et ça a été une mise à jour très importante, et tu le comprends très facilement que du coup d'un point de vue mathématique, c'est tu rajoutes de la rareté à l'actif, tu en supprimes au lieu de distribuer. Imagine une seule seconde, une action en bourse, d'une société tech justement, comme on a donné l'exemple tout à l'heure, d'une type GAFA,
Ces actions, voilà, elles ont fait 1000% sur ces 10 dernières années. Et en plus, tu leur rajoutes un système qui brûlerait des actions au lieu de les distribuer. Mécaniquement, mathématiquement, le prix aurait augmenté encore plus. Il y a même les Ethereum maximalistes aussi qui parlent même de flippening avec le BTC. En gros, ça veut dire qu'ils imaginent que ETH va flip le BTC, c'est-à-dire qu'il va passer devant en termes de capitalisation pour devenir la première crypto-monnaie mondiale. Alors, j'y crois pas trop, mais bon, ils ont des arguments. Alors, tout peut se passer, hein, bien sûr, on ne sait pas ce qui va arriver. J'y crois moyen, mais pour te donner un peu plus d'informations sur le sujet, il y a même un flippening index qui donne en temps réel plusieurs métriques que tu peux trouver sur c'est blockchaincenter.net, et il y a plein de métriques sur de toute façon la comparaison entre ETH et BTC avec différents flippening index. Et donc là, par exemple, en termes de market cap, en gros en 2018, 2019, début 2021, on était sur, en termes de capitalisation, on était sur un flippening index de entre 10 et 20%. Ça a oscillé entre 10, 15, 20%. Là actuellement, on est à 45%. Et à 100%, les deux auront la même capitalisation. En termes d'adresse, c'est supérieur. En termes d'adresse, donc le Flippening Addresses Index, on est à 60%. Et le Flippening Address en termes de volume de transactions, on est à 64%. Donc ça ne fait que augmenter. Et c'est très intéressant, voilà, même si en tant que tel, cette notion de flippening, ça ne va pas changer grand-chose en tant que tel, mais c'est très intéressant de voir l'évolution et la comparaison de ces deux actifs et l'utilisation concrète d'Ethereum. Donc voilà, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je vais donner 2-3 informations en plus, mais clairement, pour parler d'Ethereum et pour faire un résumé, au final, c'est un asset évolutif, c'est ce qu'on vient de dire, en pleine mutation en ce moment même. Le hard fork, les différents EIP, le proof of stake aussi qui va arriver. Donc on va avoir Ethereum 2.0 dans quelques semaines, dans quelques mois. C'est un asset limité et qui devient de plus en plus limité avec ce système de burn. Donc c'est un asset déflationniste. Et en plus, c'est un asset qui a une demande exponentielle. Rappelle-toi des chiffres qu'on a donnés tout au début. Donc c'est un asset qui ne peut que finir avec un prix également exponentiel. Voilà. Comme on l'a dit au début avec le rapide point marché, les planètes sont alignées. C'est-à-dire que le bull run a digéré cette grosse correction qu'on a connue au mois de juin, juillet. On met en place le lancement de la fusée. Là, on va bientôt enclencher les réacteurs. Donc tu peux pas te permettre de louper ça. Tu peux pas te louper. C'est comme si tu loupais Amazon en 2001 avec Ethereum en 2021. Donc si tu en as, évidemment, il y aura beaucoup d'auditeurs de cette émission qui ont déjà depuis des années, depuis des mois, Ethereum en portefeuille, mais tu peux pas te permettre. C'est-à-dire que dans 10 ans, tu vas te dire, oh purée, j'avais écouté cette émission de François et j'ai loupé le coche. Donc tu peux pas, et tu peux même pas attendre la fin de l'année ou le début de l'année prochaine. C'est-à-dire que techniquement, on devra avoir une explosion du marché. On est plus ou moins à quelques mois près. Et c'est pour ça que tu n'as vraiment plus aucune excuse. Tu peux, même d'autant plus que tu n'as plus d'excuses. Tu peux rejoindre ma formation Crypto Révolution. C'est maintenant, grâce au CPF. Pas d'excuses pour travailler avec moi. Pas d'excuses, c'est maintenant. Une fois la fusée décollée, ça sera trop tard. Sauf si tu veux te faire pigeonner. Bon, je pense que personne veut se faire pigeonner. Pour rester d'ailleurs dans un champ lexical des bébêtes qu'on trouve dans le ciel. Et voilà, je te pose la question, d'après toi, quel prix Ethereum peut atteindre? Alors donne-moi une date, ça sert à rien de donner juste un prix. Quelles sont tes prédictions? Et réponds-moi uniquement si tu connais un minimum dans les cryptos. Ne lâche pas un commentaire si tu viens de découvrir les cryptos avec mon émission. Et je te dis à très vite avec un peu plus d'assiduité de mon côté dans une prochaine émission. À très bientôt. Ciao.